Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu, comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons. Souvenez-vous les années 60, toute une jeunesse corsetée jusque-là dans une éducation rigide découvre le désir. C'est l'époque du sexe, de la drogue, du rock'n'roll. C'est l'époque où on va se révolter contre l'autorité familiale, parentale, contre tous les tabous et toutes les traditions. Et puis, dans les sacs à dos, à Woodstock, comme sur les plages, comme dans les concerts, cette jeunesse a un livre qui va être un phénomène de société, Libres enfants de Summerhill. Alors ce livre, écrit par un Anglais, Alexander Sutherland Neill, raconte une histoire tout à fait étonnante, l'histoire d'une expérience pédagogique née en 1924 en Angleterre, l'histoire d'une école où tout est permis, une école où l'on peut ne pas apprendre, une école où les maîtres et les élèves ont les mêmes droits, une école où tous les samedis on se réunit en assemblée générale pour décider de ce que l'on fait, une école qui semble correspondre complètement aux aspirations de l'époque, puisqu'elle est fondée sur le désir. Libres enfants de Summerhill est un des ouvrages qui est venu confirmer qu'on pouvait faire des choses autrement. Ce qui a été étonnant, c'est effectivement l'écho qu'a eu ce livre dans l'après 68 et le peu d'effets concrets qu'en fin de compte ça a eu à l'époque. On a été de plus en plus à vouloir changer les choses, ça c'est vrai, mais on n'y arrivait pas. Tout d'un coup, on découvre dans Summerhill quelqu'un qui raconte une histoire qui a réellement existé, où on dit à des enfants que j'étais plus, mais j'en étais pas si loin que ça, on dit à des enfants, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas faire de maths, t'en fais pas. C'est quelque chose, ça. Voilà quelque chose de tout à fait en rupture par rapport aux traditions de l'éducation. Voilà quelque chose qui va susciter un énorme débat en France et partout en Europe, un débat précisément autour de la question, peut-on fonder l'éducation sur le seul désir de l'enfant? I'd like to abolish the whole lot, but I don't think I'll manage it. I'd like to make every school like Summerhill, where everybody could be free to learn if they wanted to learn, or play when they wanted to play, and make their own rules about living. I'm not very sure what education means. I only know what it doesn't mean. And it doesn't mean mathematics and history and geography and things like that. I object to education in the schools because it begins at the neck and goes upwards. It doesn't touch the rest of the body. It doesn't touch the emotions. 2 ans après Libres enfants de Summerhill, paraît un ouvrage, pour ou contre Summerhill, qui réunit les contributions des plus grands intellectuels du temps qui se déchaînent les uns favorablement, les autres contre la pédagogie de Neill. Le directeur de l'instruction publique de l'État de Californie écrit qu'il préférerait envoyer ses enfants dans un bordel plutôt que de les envoyer à Summerhill. Bettelheim, qui connaît bien les questions d'éducation et la psychanalyse, explique d'une manière tout à fait curieuse que lui, sans doute, il mettrait son fils à Summerhill, que Summerhill est une très bonne école et que pourtant, Summerhill a une très mauvaise pédagogie. Alors comment peut-il y avoir une très bonne école avec une très mauvaise pédagogie? Simplement, dit Bettelheim, c'est parce que Neill est un type formidable et que pour obtenir l'amour de Neill, les enfants feraient n'importe quoi et en particulier, ils finissent toujours par vouloir apprendre. Summerhill n'est évidemment pas un effet de la révolution psychédélique. Alexander Sutherland Neill est né en 1883. Après des études littéraires, il devient en 1914 directeur d'école. En 1921, au Congrès international de l'éducation nouvelle à Calais, Neill fait une déclaration fracassante. C'est sur les conseils du démon, dit-il, que l'on inventa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eût aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile.
Il aime manier des objets, on le mit en contact avec des seules idées. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors, explique Neil, les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans l'école. Ils surent dissimuler, ils surent tricher, ils surent mentir. Ce qui frappe le plus à Summerhill, c'est que personne n'est obligé d'apprendre. Il nous raconte même l'histoire d'une enfant rentrée à 6-7 ans et qui pendant 10 ans va rester à Summerhill sans apprendre à lire parce qu'elle ne veut pas apprendre à lire. Alors comment se fait-il que Neil soit si confiant? C'est parce que Neil, s'il avait découvert Freud dans les années 20 et la psychanalyse, a surtout découvert Reich. Un jour, Reich a assisté à une de ses conférences et les deux hommes sont devenus les meilleurs amis du monde. Et Reich, c'est quelqu'un qui croit en l'énergie positive. Il croit qu'au fond de chaque enfant, il y a un désir de vie, un désir de grandir, un désir d'apprendre. C'est un psychanalyste qui, au fond, se reconnaît parfaitement dans l'intuition de Rousseau. L'homme est naturellement bon. Quelqu'un qui croit aussi que si les enfants sont parfois agressifs, c'est parce qu'on les enferme dans des cages qui ne leur correspondent pas. Il faut au contraire sortir l'enfant de ce carcan de l'autorité traditionnelle pour laisser s'exprimer en lui ce désir d'apprendre qui, Neil en est profondément convaincu, viendra immanquablement. Et puis Neil, c'est aussi aujourd'hui l'inspirateur de quelques expériences pédagogiques fondées autour de cette idée de communauté. Il s'agit de retrouver en vivant ensemble une sorte de fraternité, de se retrouver au coude à coude et pas au face à face, et de travailler d'une manière un peu plus libre dans des situations qu'on va dire parfois autogérées pour transgresser les formes traditionnelles de l'institution scolaire. Notre but, c'était aussi que les gens se repèrent par rapport à une activité, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas tout le temps à se dire qu'est-ce qu'on fait, il y a 10 activités qui sont programmées. Bon, on en prend une et on essaie de s'engager à fond pour aboutir à quelque chose. On a démarré en février 82 avec des élèves qui ne supportaient plus l'école et que l'école ne supportait plus. Et cette structure dont on avait dit au ministre, écoutez, on l'invente avec les élèves. Donc c'est vrai que c'est avec eux qu'on a inventé un système et pédagogique très différent. Il n'y a plus de classe seconde, première, terminale, il y a des ateliers où on peut aller, qu'importe le niveau où on est. Et il y a la gestion collective de l'établissement, du nettoyage aux finances. On refait le monde. Alors ça c'est vrai, c'est évident qu'inventer une institution, c'est pas y arriver quand elle tourne. Il y a le mythe des pionniers, des premières années, qui ont été quelque chose d'extraordinaire et qui fait qu'on a toujours des liens très forts entre les membres de l'équipe et avec des tas d'élèves. Contrairement à Neil, moi après 5 ans, je suis parti, je suis le père fondateur et je ne voulais pas être le Neil de Saint-Nazaire. L'équipe continue à fonctionner, donc une fois que l'institution, il n'y a plus besoin de ce charisme, il y a toujours besoin de gens engagés, qui c'est important, mais voilà. Alors le charisme, c'est initier des trucs, ça c'est vrai, il faut faire. Et une fois que c'est initié, il n'y a plus besoin de ce charisme. Et même il peut devenir gênant et lourd pour l'institution, d'où mon départ. Les enfants qui sont passés à Summerhill s'accordent tous pour dire qu'ils ont été fabuleusement heureux pendant cette période de leur scolarité. Le bonheur n'est pas une fin en soi, et Neil lui-même en convenait. Ce qu'il a cherché à faire, c'était de créer des situations pour retrouver le désir d'apprendre. Dans une société où les familles étaient très rigides, où l'éducation était très dure, où tout était fermé sur soi, et aujourd'hui, d'une certaine manière, nous nous trouvons dans une société qui est un peu inversée par rapport à ce que Neil a vécu. Les familles se désagrègent un peu, les repères disparaissent, les règles sont évanescentes, et c'est peut-être cela qui fait que le désir n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, sans doute, pour être fidèle à Neil lui-même, plutôt que de recréer d'autres Summerhill, ce qu'il nous faut, c'est inventer de nouveaux lieux où puisse émerger le désir d'apprendre pour les enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une question clé. Pourquoi est-ce que vous allez en stage puisque vous ne savez rien faire? Quand on a fait la ville pour école en 97, c'était explicitement pour des décrocheurs. Avec cette idée, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, on peut l'apprendre en faisant, on peut l'apprendre en allant travailler. Alors qu'est-ce qui marche? Ça nous permet de dire une chose. Qu'est-ce qui marche? Le porte-à-porte, le téléphone, mais le téléphone, il faut vraiment le travailler. Qu'est-ce qui marche encore?
Le piston, c'est-à-dire ce qui se dit autrement, les relations, le réseau. On dit on travaille avec le réseau. Ça fait très propre, mais c'est le piston, c'est ça? On apprend en faisant, auprès de professionnels au sens large, dans des contextes qui peuvent être les contextes de l'entreprise, de l'association, du service de mairie, etc., etc. On va se découvrir soi-même et on va découvrir ce que sont les professionnels et comment on réagit à leur contact, comment on peut travailler dans une équipe. C'est-à-dire on va être dans la pleine réalité. C'est ça la ville pour école. Ça dure 1 an, c'est dans un lycée normal. C'est des jeunes de 16 à 20 ans et à la fin de l'année, ils vont partir dans quelque chose qu'ils ont vraiment choisi. Avant, ça me faisait un peu chier d'aller en cours et maintenant, je sais pas, ça donne plus envie. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Moi, c'est plutôt les animaux qui m'intéressent, mais j'en suis pas certaine. Donc c'est pour ça que je fais des stages pour voir exactement si c'est ça. C'est toi qui viens à l'école pour te former. Nous, on peut t'aider, servir de garant en quelque sorte. Est-ce que tu as bien fait ton devoir de choses ou est-ce que tu as bien été faire le stage, etc. Mais par contre, c'est une histoire qui lui appartient. Et ben, il a fallu que je me déplace, que je me présente. Et ça, j'ai aimé. J'ai bougé et ça, j'ai fait des démarches de moi-même. J'avais vraiment envie d'entrer dans cette école. J'étais motivée. Voilà, la motivation que j'avais perdue en fait. Je l'ai retrouvée là maintenant. Bon, c'était juste un premier petit exercice. De la gauche. La relation qu'il y a ici déjà entre les élèves et les professeurs, c'est super, parce que bon, on se tutoie. Et ça peut paraître très débile comme ça, mais en fait c'est un grand plus, quoi, je veux dire. Ça veut dire qu'on ne met pas des frontières entre le monde des professeurs et le monde des élèves. Donc les professeurs, ils apprennent des élèves, comme les élèves, ils apprennent beaucoup des professeurs. Dans une école traditionnelle, si vous voulez, c'est les élèves qui suivent un peu derrière le professeur, écoutent et on s'assoit, alors qu'ici c'est plutôt les professeurs qui sont derrière nous. Leur but, c'est qu'en sortant d'ici, on sache ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens. Alors, est-ce que Neil n'a pas eu d'influence ou de descendance en pédagogie? Je ne le crois pas. D'une part parce que, avec Neil, s'ouvre une époque essentielle où on va reconnaître la place du désir de l'enfant en éducation. Avec Neil, le désir est installé au centre de l'acte pédagogique et grâce à Neil, il est là. Yes, very good idea. Mettre à 0.